Que se passe-t-il à l'aérodrome de Sar? Nous parlons bien du Tchad. Depuis quelques jours, il est rapporté d'incessants vols d'hélicoptères ayant à leur bord des militaires blancs. Cet état de fait a tout naturellement élevé la curiosité des habitants de la ville située au sud-est du Tchad. Et sans qu'il ne soit situé, des éléments du GMIP auraient, depuis le matin du 19 décembre, enjoint les riverains de cet aérodrome de libérer leurs habitations sans aucune procédure. Eh bien, ces informations nous viennent de nos confrères de Tchad One. Est-ce une manœuvre de routine ou une préparation à des opérations militaires étrangères dans la région? Le Tchad est-il sur le point de vivre d'autres épisodes noirs ou tout simplement la cible est ailleurs, comme le pensent certains analystes? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde, bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité, quatrième livraison de la semaine qui nous conduit d'ailleurs au Tchad, le pays de Mohamed Idriss Déby. Et de ce côté-là, nous parlons de ces mouvements de l'armée française au sud-est du pays. Est-ce une menace pour la Centrafrique et les autres pays de la région? En tout cas, on s'interroge et c'est avec nos invités, parmi lesquels le consultant permanent, Jonathan Batenguene, il est avec nous, l'inamovible. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Bachir Mohamed Adam. Bonsoir à notre frère et copanéliste éminent qui est là. C'est un plaisir de partager le plateau avec lui. Et ces analyses toujours croustillantes vont éclairer à l'antenne de plus d'un. Nous saluons tous les téléspectateurs qui sont actuellement branchés sur leur petit écran, mais ceux qui nous écoutent également à partir de leur poste émetteur, disons merci, c'est eux qui rendent ce combat concret. Nous avons vu quelques commentaires qui demandent que nous élevions la voix et nous leur disons toutes nos excuses pour le débit autrefois un peu plus bas. Donc nous saluons tous les techniciens, le personnel, la direction générale des autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, et pas seulement celles du Cameroun aujourd'hui, comme déjà depuis une semaine. Toutes celles qui se battent en Afrique pour la liberté de leur peuple. Nous sommes solidaires du sacrifice qui est consenti par chacune de ces personnes, car sans elles, l'Afrique serait actuellement lambeau, tel que le veulent les ennemis de notre continent. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Bucheri-Valère, retenue de manière injuste et dans la forfaiture par le régime du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara. Nous disons notre sœur Edith Bucheri est innocente et elle est retenue de manière injuste et simplement parce qu'elle a essayé d'utiliser son entre-gens pour la libération de mercenaires qui ne sont pas tous ivoiriens mais utilisent le passeport ivoirien. Nous demandons à notre sœur Edith Bucheri beaucoup de courage et de se sentir pleine de chaleur parce que toute l'Afrique est avec toi Edith, toute l'Afrique. Nous sommes tous avec toi, tous les panafricanistes te soutiennent, tous les Africains épris de liberté te soutiennent. Tu es une grande dame, tu es une icône pour le combat juste que les femmes africaines mènent sur notre continent. Et nous disons également, Edith, courage, bientôt tu seras libre comme ton pays, ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci Jonathan Batenguene de signer votre présence, comme vous le faites d'ailleurs depuis plusieurs mois, par ces mots qui touchent à la fois nos différentes armées, mais aussi la camarade Pulchéri Ballet du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de notre invité, oui. Il est avec nous, il est tchadien, mais surtout il est africain et panafricaniste. Il s'agit d'Abdeljelil Fadoul. Abdeljelil, bonsoir. Bonsoir M. Bachir, bonsoir à tous nos techniciens qui font d'ailleurs un travail impeccable. Bonsoir chers camarades panafricanistes, M. Batenguene.
Et bonsoir aussi à tous nos auditeurs et auditrices. Et bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de près ou de loin. Et un bonsoir particulier à tous les panafricanistes qui font un travail impeccable pour la réussite de ces combats nobles que nos parents, nos anciennes figures africaines l'ont voulu pour une Afrique libre, debout et unie. Je vous remercie. Merci. En tout cas, tout l'honneur, il est pour nous de vous avoir sur ce plateau, cher Abdel Fadoul. Jonathan Batengini, nous parlons de ces mouvements de l'armée, en tout cas pour le moment. Selon nos confrères de Tchad One, il s'agirait donc de mouvements d'hélicoptères, en tout cas des mouvements militaires, où dans ces hélicoptères, on retrouve des humains à peau blanche. Et du coup, cela a créé une sorte d'inquiétude du côté de SAR dans le sud-est du Tchad. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, depuis le 17 décembre dernier, il y a des soldats de la junte française, parce qu'il faut noter qu'il y a un aérodrome à SAR, qui est à 250 km de la frontière centrafricaine, et un peu plus de la frontière camerounaise, donc c'est un carrefour certainement de 3 frontières également. Et à partir de là, on se souvient de cet aéronef qui avait frappé la base militaire centrafricaine. Cet aéronef qui volait à basse altitude. Tout laisse à supposer que cet aéronef pourrait être parti de cette zone-là pour frapper sur le territoire centrafricain. Nonobstant cette hypothèse, il se trouve que depuis le 17 décembre, il y a un balai d'aéronefs. Alors là, un balai impressionnant. Des hélicoptères, des avions qui se succèdent dans l'aérodrome français. Et c'est les militaires français et tchadiens qui sont dans la zone auraient demandé aux populations de libérer leur domicile. C'est quelque chose d'assez inquiétant. Leur aurait demandé de libérer ceux qui sont aux alentours de l'aérodrome, de libérer leur domicile pour une période inconnue. C'est dire que ces baraquements vont être occupés par certainement des forces dont on ne maîtrise ni l'origine et encore moins la mission. Ce qui laisse interrogateur. Quand on sait que dans cette zone de SAR, qui est au sud du Tchad, au sud-est précisément, dans cette zone de SAR, il y a eu la formation depuis bientôt 6 mois de mercenaires qui doivent accompagner Bozizé dans sa sombre besogne au Centrafrique. Alors Bozizé, l'ex-président centrafricain, aujourd'hui en criminel de guerre recherché, parce que les autorités internationales, de la justice internationale, ont émis un mandat d'arrêt contre lui et il est recherché. Il a trouvé un certain exil au niveau de N'Djamena. Et nous demandons encore, dans le cadre de la bonne coopération sous-régionale, que les autorités de N'Djamena mettent la main sur M. Bozizé et l'extradient en Centrafrique. Donc, des mercenaires ont été formés dans cette localité. Et ces mercenaires ont un objectif, un agenda clair, c'est d'attaquer les positions avancées des FACA au niveau de l'ouest, du nord-ouest de la Centrafrique, du Centrafrique. Il faut aussi noter que tout ceci se passe dans un contexte où une rébellion tchadienne qui a été construite pas très loin de cette zone, mais toujours au nord-ouest du Centrafrique, a attaqué les forces des positions tchadiennes il y a de cela quelques semaines au niveau de l'est du Tchad. Et certainement parce que l'information que des médias mensonges, comme il y a ce média Corbeau News, qui sont des relais de la propagande occidentale, l'information qu'ils avaient véhiculée, c'était celle suivant laquelle des rebelles armés par Bangui ont attaqué les positions de l'armée tchadienne. Alors que ces personnes n'ont rien à voir, avec les forces armées centrafricaines. Il s'agit
d'après des recoupages qui ont été effectués, il s'agit d'une partie des mercenaires qui ont été formés à SAR et qui ont donc une mission de créer de la belligérance entre les deux États, l'une des factions devant attaquer le côté tchadien et l'autre faction devant attaquer le côté centrafricain. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de mettre à travers les médias dans la tête des populations qu'il y a une rébellion qui a été formée, qui aurait été formée par les Centrafricains pour combattre l'armée tchadienne, et de l'autre côté, créer une rébellion qui aura aussi également pour mission d'aller attaquer l'armée centrafricaine et dire aux populations que cette rébellion-là est formée par... Cette manipulation de Jonathan Batengini viserait à créer davantage une cassure entre le Tchad et la RCA, si j'ai bien suivi votre lecture. Oui, effectivement. Il faut savoir que pendant longtemps, c'est la DGSE française qui a piloté les opérations au niveau du Tchad. Même si le président Déby, dans une certaine mesure, a assumé un combat panafricaniste, il est resté longtemps inféodé par les agents de la DGSE, au point où beaucoup de grands leaders de la rébellion centrafricaine trouvaient asile au niveau du Tchad. Et cet état de fait continue de perdurer à l'heure actuelle. Si bien que la DGSE, avec ses cellules actives en N'Djamena, continue de jouer les troubles faits en créant une désunion entre le Tchad et le Centrafrique, donnant l'impression que les deux pays sont dans une confrontation alors qu'il n'en est rien. Donnant également des appétits, parce que aujourd'hui, ce qu'on sait du Tchad, c'est que la situation est beaucoup plus complexe que ce que beaucoup de personnes envisagent. Au niveau du Tchad, il y a une véritable césure, que ce soit même au sein du clan présidentiel. C'est-à-dire qu'on a souvent dit que l'ethnie présidentielle, les ethnies du président, les Akawa, c'était une ethnie qui était homogène sur une perception du pouvoir. Aujourd'hui, on sait que non, elle n'est pas homogène. Il y a des progressistes au sein de cette ethnie qui envisagent le pouvoir dans un partage avec les autres communautés, et il y a des conservateurs. Et la majorité des conservateurs, ils ont leur tête de proue qui sont aujourd'hui des membres clés du gouvernement. Et ces personnes-là sont dans une perspective france-africaine très avancée. Ces personnes-là, par exemple, vous avez, je crois, le ministre de l'Intérieur qui est très proche de la France-Afrique. Vous avez également quelques hauts responsables et même des généraux qui sont proches de la France-Afrique et qui sont les durs à cuire, qui utilisent l'appareil militaire tchadien pour renforcer les rébellions au niveau de la sous-région et qui mouillent justement dans le conflit centrafricain. Et d'autre part, vous avez plus bas quelques acteurs de la jeune française qui utilisent des opportunistes centrafricains comme Bozizé, comme Ali Daras, comme Noureddin Adam pour davantage mettre du feu, de la poudre au feu et activer une haine entre les deux peuples qui débouche sur un cercle vicieux de la guerre et de la méfiance. Donc, on sait que dans un climat où les deux États ne se font pas confiance, la guerre est propice. Et la jeune française réussit à alimenter cela. Donc, c'est le temps pour les Centrafricains et pour les autorités tchadiennes de s'asseoir et de véritablement tabler sur un processus de mise à plat de toutes ces stratégies-là. Que ce soit la rébellion qui a été formée par la jeune française pour attaquer le Tchad, ou celle qui a été formée par la jeune française pour attaquer le Centrafrique, il faut que les deux États s'asseyent et trouvent des solutions conjointes pour lutter contre ces entités, comme ça se passe avec le Tchad au niveau de la force multinationale dans le golfe de Guinée. Merci Jonathan Batengene. Alors Abdeljelil Fadoul, quelle est votre lecture de ces mouvements quand même qui se ressentent aujourd'hui du côté de Sahar dans le sud-est du Tchad? Merci M. Bachir. Avant tout, ce contexte qui se vit actuellement au Tchad et en Centrafrique, il faut d'abord rappeler quelque chose de très important. D'abord, nous savons très bien la relation qui existe entre la République française et puis avec la République centrafricaine. Oui. Les derniers soldats français ont quitté les sols centrafricains. Oui, le 15 décembre, oui. Le 15 décembre. Oui, il y a une semaine pratiquement. Justement. Et là,
les relations ne sont pas au beau fixe. Oui. Et nous savons très bien que la France a une manie de déstabiliser certains pays panafricanistes et qui, non seulement la Centrafrique, mais aussi la République populaire du Mali et puis le Burkina. Tout ça, ils n'ont pas échappé, ces États n'ont pas échappé par la menace courante des forces impérialistes, notamment les Français. Oui. Et pour cela, il y a un proverbe africain qui dit ceci: si un jour vous êtes fait mordre par un serpent, quand vous voyez la corde, vous aurez vraiment raison de vous inquiéter. Oui. Et l'annonce dont vous parlez, c'est quelque chose qui n'est pas officiel. Tout à fait, c'est pas officiel. Chat-on vient de l'évoquer, c'est une page guidée un peu d'opposition. Oui. Et quand une page qui est exclusivement d'opposition, vous n'aurez pas vraiment une position tracée. Le gouvernement tchadien n'a pas annoncé un exercice militaire qui se peut au sud du Tchad, et non plus le gouvernement français. Et le Tchad, quel qu'en soit le cas, ne jouera ou ne prendra aucunement part pour déstabiliser un pays frère ou un pays ami ou un pays qui est à côté. Le Tchad a toujours intervenu dans le bon sens pour le maintien de l'ordre en Centrafrique. Le Tchad a intervenu pour le maintien de l'ordre et la sécurité au Nigeria, au Niger, au Cameroun et ainsi de suite. Donc le Tchad est connu d'avance pour comment on appelle l'instabilité de la région et l'instabilité du comment on appelle du continent africain. Mais ce mouvement, attendons voir, le Tchad et la France ont des relations militaires qui sont très exercées, très poussées. Mais s'il y a une telle chose, ça pourrait être à l'extérieur des frontières tchadiennes, parce que ces zones, d'ailleurs, ne sont pas contrôlées. Aucun de nos États a vraiment le contrôle exact de son espace aérien. Mais qu'est-ce qui explique cette méfiance de plus en plus que l'on observe entre ces deux États, la RCA et le Tchad? Il y a une sorte de méfiance de plus en plus. À mon avis, il n'y en avait pas. Monsieur Bachir, je veux vous rappeler qu'en mai 2021, il y a eu un incident très grave qui allait se solder à une guerre. Et c'était entretenu par des puissances telles que la France et autres pour faire comprendre, comme Jonathan venait de le dire, que rien ne va entre ces deux pays, le Tchad et la République centrafricaine. Mais ces deux États n'ont pas une méfiance quelconque entre eux et n'ont pas vraiment de malentendus à ce point. Ces deux peuples, ces deux gouvernements se fréquentent régulièrement, ces deux peuples s'échangent mutuellement, mais il y a une stratégie, comment on appelle, une question de géopolitique, et qui veut confronter ces deux États et faire comprendre que voilà, le Tchad est téléguidé par les Français, et puis la République centrafricaine est guidée par les Russes. Voilà, ils veulent vraiment entraîner l'opinion dedans. Sinon, entre ces deux États, il n'y avait pas quelque chose d'anormal. S'il y a une entreprise de déstabilisation, ça serait forcément hors du contrôle du gouvernement tchadien ou des gouvernements. Mais ça ne pouvait pas en aucun cas être avec la complicité des autorités tchadiennes. Très bien. Jonathan Batengini, alors, on ne va quand même pas nier qu'il y a une grosse méfiance entre ces deux États. Vous le rappeliez, il y a quelques jours, certains rebelles tchadiens qui ont pris pour base arrière une partie de la RCA ont lancé quand même une offensive contre les positions de l'armée tchadienne, ce qui a naturellement suscité quand même a fait couler beaucoup d'encre, et notamment du côté de la presse de l'opposition en RCA. Effectivement, Bachir, ils n'ont pas pris position, c'est pas leur base arrière. Dans la situation ici, on parle d'une zone de transit. Parce que la façon dont ils se sont comportés après la riposte de l'armée tchadienne laisse comprendre que, et puis la riposte également des FACA, parce que les FACA ont également essayé de les rattraper. Mais la façon dont ils se sont vaporisés dans la nature laisse croire qu'ils n'ont pas de base arrière au niveau du Centrafrique, mais ils utilisent le territoire centrafricain comme zone de transit pour leurs opérations. Donc, ce qui laisse
clairement comprendre qu'il s'agit d'une stratégie. Et cette stratégie, c'est quoi? Quand vous regardez l'attaque qui a eu lieu contre l'armée centrafricaine, la base aérienne, le survol à basse altitude, même si c'est des opérations clandestines qui ne sont pas signalées. C'est des opérations qui visent, on était ici avec Souleymane Anzab, ils vous ont expliqué que pour mener de telles opérations, il faut être suffisamment aguerri. Oui. Un survol à basse altitude, l'utilisation des bombes qui ont été utilisées, ça demande un travail de minutie important dans la préparation et dans la supervision de l'opération. Alors, il se trouve que la base de SAR est la base la plus probable à partir de laquelle aurait décollé le dit aéronef. Oui. Et quand vous regardez cette opération-là, qui était, nous le disions déjà, une opération qui visait à préparer, d'ailleurs Souleymane Hamzat avait insisté là-dessus, ça visait à préparer des opérations de grande envergure, et c'était un test vis-à-vis de la défense centrafricaine. Quand vous avez cela en tête, vous vous souvenez donc les mercenaires qui ont été entraînés sur le territoire tchadien depuis près de bientôt 6 mois, ces mercenaires-là ont bien un objectif. Et l'objectif, c'est d'attaquer le Centrafrique. Donc, on est dans une situation où il y a des mouvements importants de l'armée française dans une ville où des mercenaires avec vocation de rébellion sont présents ou bien sont potentiellement présents et donc certainement sont en train de recevoir un appui conséquent pour leur sale besogne. Il faut noter qu'au niveau du Sahel, dans le Sahel, les mercenaires dits terroristes dans le Sahel, les mercenaires pour le compte de la junte française de tout le temps, qui travaillent là-bas dans le cadre de ce qu'ils appellent le terrorisme, ces mercenaires ont reçu 400 véhicules Toyota Pick-up neufs. Et ils ont reçu également 2 milliers de motos. D'ailleurs, il y a une cérémonie filmée qui a été très relayée par les canaux de communication de la junte française sur les réseaux sociaux qui montrent très bien comment ces gens sont reboostés sur le plan logistique. Alors, d'où proviennent ces Toyota Pick-up? C'est toujours l'armée de Kadhafi qui a perdu ça. Donc, depuis là, l'armée de Kadhafi avait un stock illimité de pick-up. Et ces pick-up, étrangement, même après les bombardements de l'OTAN, sont restés toujours neufs. On ne peut pas prendre les Africains pour des malades. Le stock d'armes de Kadhafi, c'était illimité. Kadhafi aurait donc aurait eu des armes à tel point qu'il préparait certainement la 4e, la 5e, puis la 6e guerre mondiale, lui tout seul. C'est incroyable. Ces stocks d'armement qui arrivent, c'est des stocks d'armement qui arrivent certainement et qui doivent être donnés aux terroristes. Et ne soyez pas étonnés que les mercenaires qui sont dans cette zone auront des pick-up également neufs, comme les pick-up du GSIM et de l'EIGS. Ils auront des pick-up neufs et ils auront des motos. Les modes opératoires vont changer. Donc il faut s'attendre à une montée en puissance des opérations d'attaque contre les FACA, et il faut s'attendre à ce que les actions qui vont être menées, comme nous l'avons également prévenu, et c'est ici que nous avons parlé de ça, le président Bouhari, il a dit, de plus en plus dans le Boko Haram, on remarque les armes en provenance d'Ukraine. Donc, il faudra s'attendre aussi à voir ça. Qu'il y ait des armes, par exemple, qu'ils aient, par exemple, des missiles Stinger qui peuvent abattre les hélicoptères de combat de l'armée centrafricaine. Oui. Et réciproquement, du côté tchadien. C'est pourquoi les autorités du Tchad devraient regarder cette situation, non pas avec satisfaction, mais avec inquiétude. Il faut que les autorités tchadiennes s'impliquent dans la neutralisation de ces forces. Que les autorités tchadiennes, sur leur territoire, jouent un véritable rôle de police. Pour le compte de la sous-région, nous savons qu'il y a eu un travail bien avant, sous l'aide du président Déby, qui visait à apporter un soutien dans le cadre de la sécurisation de la sous-région. Oui. Il faut que le gouvernement tchadien actuel s'engage véritablement à jouer un rôle de police pour ne pas laisser monter des soupçons
de complicité avec toutes ces personnes-là qui combattent contre l'État centrafricain. Il y va de sa propre crédibilité au niveau sous-régional. Nous pensons que la plus grande épreuve où la crédibilité du gouvernement de transition tchadien va se jouer, ce sera dans la gestion de cette situation. D'abord, ce balai d'aéronefs non signalé, parce que c'est vrai, Abdou Djelil a raison, ce n'est pas signalé, mais c'est effectivement le cas, parce que d'autres canaux de communication qui ne sont pas officiels ont confirmé qu'il y a ce balai d'aéronefs. Et les populations confirment effectivement qu'on leur a demandé de libérer les maisons. Mais pourquoi on le dit? Est-ce que la base militaire française désormais a pour vocation à s'étendre sur la zone? Dans le cas d'espèce, quelle est la menace la plus urgente à ça? Est-ce que ça est en guerre? Est-ce que ça est attaqué? Est-ce qu'il y a une menace terroriste, disons, comme ils aiment à dire, terroriste dans la région de ça? Non. Le Boko Haram, même s'il faut rencontrer Boko Haram, il faut remonter vers Kousseri et avoir un peu N'Djamena. Dans la région du lac, en tout cas, c'est surtout de ce côté-là. Dans tous les cas, il faut remonter au lac Tchad. Mais là-bas, il n'y a pas une menace terroriste et l'intensification de l'action de l'armée de l'air française amène à poser des hypothèses critiques quant à la sécurité du Centrafrique. Allons donc du côté du Standard avant de revenir vers Abdel Djelil. Je vois qu'il a quelque chose aussi à ajouter. Et c'est Jean Sarponou qui nous appelle des États-Unis d'Amérique. Jean, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonjour Bachir, bonjour. Qu'un nouveau jour se lève sur le continent africain. Bonjour à l'Afrique. Et bonjour à vos techniciens, bonjour à vos invités, Jonathan et Abdel. Bonjour à vous tous. L'heure est grave, comme nous le disons. Il y a certains qui ne croient pas. L'heure est grave. Bachir, vos invités ont, tel que le dit Batengere Jonas et puis Jonathan, il a bien, c'est-à-dire les renseignements qu'il donne sont déjà dans la main de ceux qui sont concernés. Donc, n'ayons pas peur. Moi, je le dis, n'ayons pas peur. Je vais lancer un appel à 3 groupes. Au peuple français. Ceux qui vous écoutent actuellement. Nous leur lançons un appel. Sur les bases des soi-disant, eux-mêmes, ils le disent, droits de l'homme, et la paix, et puis la liberté, c'est qu'on sort. Sur ces points qu'ils chantent chaque fois, qu'ils sont universels, sur ces points-là, nous leur demandons de voir ce que fait leur armée sur le continent africain aujourd'hui. Sur ce point, toutes les manœuvres que l'armée française faisait depuis longtemps, coup d'État par ici, et tuerie des présidents, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, et ils vont continuer à agir ainsi. Nous portons cela à leur connaissance, à la connaissance du peuple français, que cette injustice doit cesser. Ils n'ont qu'à tout faire pour rappeler leurs chiens. Moi, je les appelle des chiens. Ces soldats français qui ne font que détruire, violer l'Afrique, commettre l'injustice qu'eux, ils ne peuvent pas accepter. Ils mentent, ils présentent comme ils sont venus nous aider. Et c'est ce qu'ils chantent dans leurs oreilles. Par ce canal, nous leur disons, si un d'eux écoute, ils n'ont qu'à publier cela au peuple français. Que toutes ces choses ne resteront pas impunies. Le peuple français va payer le prix très cher. Parce que, je le dis parce que c'est une injustice qui continue. Même cela devient flagrant, mais il continue, il persiste. La France déclare la guerre aux pays africains, visiblement aujourd'hui. On ne sait pas sur quelles données, quelle base de données la France qui détient les renseignements de ces pays continue toujours d'agir ainsi. Quitter le Tchad, préparer la rébellion au Tchad pour venir détruire notre pays voisin. Mais c'est une injustice, Bachir. On ne peut pas raisonner, on ne peut pas faire, c'est illogique. À l'heure actuelle, où les peuples veulent la paix, la liberté. Pourquoi? Et ça persiste. Ces chiens continuent toujours d'utiliser les pauvres Africains comme cobayes
Bachir, ce n'est pas les peuples français qui meurent en Afrique, c'est les Africains qui sont utilisés et qui sont détruits. Ils nous battent comme des animaux, ils nous utilisent comme des cobayes. Quelle raison l'armée française a pour former des rébellions et continuer toujours à faire des coups bas aux pays qui veulent sortir de leurs griffes? Est-ce que c'est un droit pour nous de rester dans leurs griffes? Ce n'est pas un devoir ni un droit, mais plutôt c'est notre droit de réclamer notre dignité humaine, la liberté humaine. Bachir, alors cela doit cesser. Au peuple tchadien, aux généraux tchadiens qui acceptent cette sale besogne, ressaisissez-vous. La France n'est pas votre pays, c'est l'Afrique, le Tchad qui est votre pays. Vous êtes des humains, vous êtes des humains responsables. Prenez votre responsabilité. Prenez votre responsabilité. Ne restez pas toujours derrière ces Français et utilisez pas ces Français. Ça ne vous apporte rien jusqu'à aujourd'hui. C'est la destruction de vos pays. C'est inconcevable que cela continue. Vous devez cesser et chasser la France de votre pays. C'est de votre droit. C'est de votre droit que la France aille en France ou bien aille en Ukraine pour défendre son pays ami. Où ils cotisent leur argent tout le temps. Ils envoient des énormes d'argent là-bas pour, soi-disant, combattre Poutine. Sortez de l'Afrique, le peuple français. Soldats français, sortez de l'Afrique. Partout où nous, les Africains, nous sommes, nous le disons. Et ce créateur Dieu nous écoute. Il va agir. Bachir, c'est une injustice que nous dénonçons. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. Merci à Jean Sakponou pour la contribution depuis les États-Unis d'Amérique. Nous restons au téléphone et c'est notre fidèle Abou d'Angleterre qui nous appelle. Bonsoir Abou. Bonsoir mon très cher frère Bachir là-bas. Oui, c'est le frère Abou depuis l'Angleterre. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Bachir, je confirme, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités de marque, et en particulier le brillantissime Bakugedi, Jonathan. Salut tous les appelants, les téléspectateurs et les techniciens. Bachir, en ce qui concerne la problématique de ce soir, nous disons, nous les néo-panafricanistes, nous disons fermement au fils Déby que son père, qui était panafricaniste, a montré qu'il n'était pas question d'aller en conflit avec les voisins, parce que ce sont les Africains qui meurent. Hier, il a tué ses propres compatriotes. Mais nous, dans le bénéfice du doute, plus on voulait au moins lui donner du temps pour qu'il puisse rejoindre la ligne directrice que son père avait tracée. Si cette fois-ci, il n'attend pas de ses oreilles là qu'en plein 21e siècle, lui qui est jeune, lui qui devait incarner l'espoir et de cette nouvelle jeunesse-là, qui n'est pas complexé, qui est décomplexé parce que un petit comme averti et aguerri de tous les enjeux, puisqu'il sait ceux qui ont tué son père, que c'est la France, c'est le gouvernement français, et il sait pourquoi ils ont tué son père, parce que son père devenait souverainiste, il devenait panafricaniste. Donc, qu'ils comprennent que cette fois-ci-là, s'il s'adonne à ce jeu, on ne va pas le pardonner hier, aujourd'hui et demain. Nous, les néo-panafricanistes, on va le combattre jusqu'à 4 de sa génération. 4 de sa génération que lui, il aura créé, c'est-à-dire que sa progéniture. Parce qu'on ne peut pas accepter que ce qui est inacceptable au XXIe siècle dans tous les autres cieux puisse pérenniser au Tchad. Toujours utiliser les Africains comme leurs frères africains. En plein XXIe siècle, on peut comprendre qu'avant, il n'y avait pas For You Media, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces informations. Hein. Mais maintenant, là, au plein XXIe siècle, où on a montré par A à Z que nos ennemis, c'est la France, le gouvernement français, et que c'est une lutte de néocolonisation, c'est une lutte où
les impérialistes nous divisent toujours pour nous dominer, c'est une lutte où c'est l'Africain seulement qui meurt, alors qu'on a toutes les richesses dans nos sous-sols. Il faut qu'ils comprennent qu'il est temps de donner un peu une bouée d'oxygène au Tchad. Le Tchad a trop souffert. Depuis, elle ne connaît que la guerre. Alors que le Centrafrique n'a jamais attaqué le Tchad. Et le Tchad et la Centrafrique, ensemble seulement, peuvent nourrir tout le monde entier. Et les Africains même peuvent vivre à l'aise comme on vivait en Libye au temps de Kadhafi. Donc, qu'il arrête tout ça, qu'il ne joue plus à ce jeu. Au contraire, c'est que nous nous rappelons à une coalition avec le Centrafrique et la Russie pour chasser toutes les bases françaises. Qu'ils prennent la décision. Un homme ne meurt qu'une seule fois, c'est un général. Son père a été tué. La meilleure vengeance, c'est qu'ils disent non à la France et ils rentrent dans ce qu'on appelle résolument la souveraineté et la renaissance africaine. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye, Famara. Bye bye. Merci à vous, très cher Abou, depuis l'Angleterre. Eh bien, nous revenons vers Abdel Fadel. Abdel Djelil, on a écouté des téléspectateurs, surtout Abou, qui semble jusqu'ici ne pas accorder quand même le bénéfice du doute aux dirigeants tchadiens actuels. Alors, est-ce que vous comprenez quand même leur réticence? Je comprends tout à fait M. Abou et je comprends aussi M. Batangene. Oui. Mais j'aimerais aussi que M. Abou comprenne que le Tchad aussi a une frontière à sécuriser. Oui. Le Tchad et la Centrafrique partagent une frontière de plus de 1197 km². Et je vous rappelle que les forces armées centrafricaines en mai dernier ont pénétré dans les frontières tchadiennes, à l'intérieur même des frontières tchadiennes, et ils ont exécuté ou tué 6 soldats. Cet incident diplomatique n'a jamais échappé personne. Et entre ces deux pays, frères et amis, ont trouvé un train d'attente et cet incident est derrière nous. Oui. Donc, pour vous rappeler que s'il dit que le Centrafrique n'a jamais attaqué le Tchad, voilà un exemple qu'il peut vraiment documenter. Et le Tchad aussi a une frontière à sécuriser. Tout comme la République centrafricaine a aussi le devoir et le droit de sécuriser ses frontières, compte tenu de ce qui se passe actuellement. Ces derniers temps, le gouvernement a dénoncé la violation de ces espaces aériens et puis notamment ces rapports avec la junte française qui peuvent tout faire parce que la junte française est accusée sur la tribune des Nations Unies de complicité avec les terroristes. Oui. Et d'armer les groupes des groupuscules pour déstabiliser certains États. Oui. Et nous n'avons pas vu un On se souvient bien, le Premier ministre malien l'a dit, en tout cas sur la tribune des Nations Unies, comme vous l'avez dit, et le Mali dit avoir dû détenir des preuves de tout cela et demande jusqu'aujourd'hui qu'il y ait quand même une séance au niveau du Conseil de sécurité pour essayer de mettre tout cela en lumière. Voilà, si nous avons dans les parages un tel loup, nous avons, comment on appelle, la raison de nous inquiéter. Mais mettez d'abord le Tchad hors que tout le monde comprend que le Tchad, comme je l'ai dit au début de mon intervention, le Tchad n'entreprendra jamais une entreprise pour déstabiliser un État. En tout cas, le Tchad n'a aucun intérêt à déstabiliser la RCA ou un autre pays voisin. Mais est-ce que le Tchad lui-même n'est pas en danger quand même en sachant que un pays ami entre guillemets, qui est accusé de soutenir, de financer, d'entretenir les rébellions dans la région et se déploie librement sur son territoire? Bon, le Tchad, en ce qui concerne sa sécurité, le Tchad est en train d'œuvrer et nous n'avons jusqu'à là, comment on appelle, le Tchad n'a pas mentionné quelque chose d'inquiétude, mais la question de l'instabilité de la sous-région dépend de tous les États qui composent la sous-région, à travers les renseignements militaires, à travers les informations bilatérales entre les États et autres. Mais ce que j'aimerais vraiment faire comprendre ici, la puissance française, si elle est dans le parage, aucun État ne sera vraiment tranquille tant que ces gens-là, aux intérêts sont menacés quelque part.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est De Gaulle qui disait la France n'a pas des amis, mais la France a ses intérêts à protéger. En Centrafrique, les intérêts français sont menacés. Ce n'est pas un secret de Code-Michelin. Et l'État centrafricain est dans une phase ou dans une perspective de sécuriser comment on appelle ces frontières pour pouvoir ne pas se retourner dans une situation de déstabilisation. Et c'est pourquoi j'ai dit le peuple centrafricain a raison. Oui. Si se passe de l'autre côté quelque chose dans un pays voisin et que les Français sont en train de faire quelque chose, c'est quelque chose qui est à revoir, comme on l'a dit, c'est dans une position conditionnelle. L'État tchadien n'a pas affirmé officiellement que voilà un exercice. Aucun des deux États. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le piège dans lequel nous tombons, nous Africains, parce que à chaque fois, nous attendons les versions officielles ou bien les versions qui viennent des médias occidentaux pour affirmer qu'effectivement, quelque chose pourrait se passer. Oui, ça serait un piège, justement, bien sûr, que les peuples africains doivent vraiment s'auto-déterminer, s'auto-évaluer pour faire son opinion et pour s'informer, pour s'avertir davantage, pour pouvoir stabiliser comment on appelle sa sécurité. Mais il y aura, entre le peuple tchadien et le peuple centrafricain, c'est que s'il n'y aura pas quelque chose. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est que c'est, comment on appelle, au-delà des capacités, comment on appelle, du peuple tchadien et du peuple centrafricain, parce que la junte française a ses manœuvres pour pouvoir contourner le gouvernement tchadien, tout comme comment on appelle, pour pouvoir faire et puis après. L'incident que je vous rappelais, la France entretenait pour que les torchons brûlent entre ces deux États. Mais par la diplomatie de l'État comme Cameroun, parce que le gouvernement centrafricain et le gouvernement tchadien se sont rencontrés ici au Cameroun pour pouvoir stabiliser la situation. Tant que le problème africain ne se résout pas de manière africaine et entre nous, nous n'aurons jamais vraiment la stabilité de manière durable dans nos nations. En tout cas, très gros message, stabilité, résoudre les problèmes africains sur le continent africain et entre les Africains. Jonathan Batengeni, le Tchad n'est-il pas lui-même en danger en sachant quand même que le loup est dans la bergerie? Oui, le Tchad, parce que nous avons parlé d'une géopolitique interne, d'une question de politique interne qui se joue, parce que le Tchad, beaucoup ne comprennent pas la délicatesse au Tchad. Le Tchad a quelque chose de particulier. Aujourd'hui, vous avez des cercles autour du président en place, le jeune général Mahamat, qui sont des cercles pour ce qu'ils reconnaissent. C'est que Mahamat en lui-même n'est pas trop lié à la France-Afrique. Quand je dis trop lié, c'est que les liens se sont faits, ont été établis par l'entregent de beaucoup d'acteurs qui, eux, ont des intérêts france-africains clairement avoués, affichés. Et ces acteurs sont au cœur du pouvoir tchadien. Et la fébrilité du général Mahamat fait qu'il n'arrive pas encore à frapper du poing sur la table. Et ça, c'est malheureusement un élément qui fragilise l'État tchadien. Mais pour frapper du poing sur la table, il faut bien qu'il ait toutes les manettes en main. C'est pourquoi il doit travailler à cela. Il doit travailler à cela. C'est vrai qu'on ne lui facilite pas la chose avec la question de l'opposition utilisée par les Occidentaux. On a parlé toujours de cette opposition avec les transformateurs de Masra et tout. Toute la clique qui est financée par la France-Afrique et par les réseaux de Georges Soros. Vous avez également les mouvements de la société civile comme les Wakitama. Vous avez aussi ces rébellions qui sont là-bas en sous-cap financées par un ensemble d'acteurs. Quand vous regardez tout ça, c'est un contexte qui fait que la politique du Tchad se joue essentiellement sur les réseaux de la France-Afrique, les réseaux d'allégeance à l'extérieur. Alors, comment un chef d'État qui lui-même a le pouvoir dont il est l'héritier a émané de la France-Afrique, même s'il y avait des velléités de rupture, peut-il réaliser cette rupture qui n'a vraiment jamais existé? Comment peut-il? C'est l'équation la plus difficile à résoudre pour le Tchad. C'est d'inventer la rupture, ou du moins de la réaliser telle que le président Déby voulait
voulait effectivement l'effectuer. Et le président actuel, le jeune général Mahamat, il gagnerait à être beaucoup plus ferme sur certains dossiers. Sur les dossiers, par exemple, de la question du soutien, de la tolérance des rebelles centrafricains sur le territoire tchadien, il devrait être assez clair avec ces gens. Ils ne peuvent pas trouver asile sur le territoire du Tchad. Ils ne doivent pas trouver asile sur le territoire du Tchad. Parce que sinon, la question de sa complicité avec ces groupes de déstabilisation sur la sous-région se pose effectivement. Oui. Parce que qui ne dit mot, consent. Et le consentement est un élément de complicité. Donc, il ne peut pas laisser le Tchad héberger, pendant qu'il est le dirigeant, des rebelles centrafricains. Oui. Qui plus est, pour la plupart sont recherchés par la justice internationale. Je prends le cas de Ali Daras, oui. De Nourdine Adam, de Bozizé. Ils sont tous recherchés par la justice internationale. Comment de tels individus peuvent trouver leur refuge au niveau du Tchad? C'est déjà une contradiction avec cette volonté de rupture qui est clairement affichée. Il faut rappeler quand même du côté des sociétés civiles africaines. Les renseignements disent qu'il est du côté du Soudan. Oui, il est parce qu'il a fait allégeance à Ali Daras, qui lui est avec Bozizé au Tchad. Donc, il fait des navettes sur le Tchad. Nous avons des informations comme quoi il vient de temps en temps à N'Djamena. Et sans être inquiété. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, le Tchad, aujourd'hui, Mahamat, et nous demandons à la sphère panafricaniste de travailler à ce que Mahamat trouve ce courage de la rupture. Parce que pour ceux qui donnent l'impression qu'au Tchad, vous avez une opposition, comment ils disent, une opposition panafricaniste, c'est faux, elle n'existe pas. Il n'y a pas cette opposition au Tchad. Moi, j'ai Abdou Djerik devant moi, qui est lui-même un des leaders de la communauté tchadienne au Cameroun. Au Cameroun, on en a discuté. Ça n'existe pas. C'est un fantasme que certains panafricanistes se font. C'est faux. Il n'existe pas de véritable alternative au Tchad. Maintenant, il faut travailler sur celui qui est là. Est-ce qu'il peut réaliser la rupture? Parce que son père avait essayé ça. Est-ce qu'il peut réaliser cette rupture? Alors là, c'est tout l'enjeu. Mais jusqu'à présent, il a été incapable d'inventer cette rupture, incapable d'apporter ce genre de solution. C'est comme s'il voulait toujours toucher avec le dos de la cuillère le problème, ce qui ne résout pas la situation. Donc, il y a un enjeu interne au Tchad, nous le disions. Cet enjeu, c'est qu'il y a les Akawa, il faut le dire, les Akawa, pour certains, moi j'ai parlé par exemple du responsable du ministre de l'Intérieur, il y a encore d'autres hauts responsables au niveau de la sécurité, des généraux importants, ils vont se reconnaître. Moi, j'ai pas besoin de donner des noms, mais ils vont se reconnaître. Des généraux importants qui sont dans le dispositif et qui ont dit clairement à Kaka, au président Kaka, nous devons conserver ce pouvoir contre forcément sa volonté. Parce que là, il y a eu, et nous avons eu des informations, il y a eu des zones de friction entre eux. Il y a eu des zones de friction. Donc, ces gens-là, il faut qu'ils soient capables de leur tenir tête et de leur faire comprendre que le Tchad appartient à tous les Tchadiens. Pourquoi ces gens, ils veulent à tout prix conserver? Parce qu'ils regardent le pouvoir comme étant un élément patrimonial, comme étant un patrimoine familial, un patrimoine clanique. Et ils gèrent de manière à frustrer les autres communautés. Oui. Quand vous entendez la multiplication des rébellions et même les velléités de rébellion qui sont actionnées de l'extérieur, c'est dû à quoi? C'est dû à cette gestion patrimonialiste de l'État. C'est dû à cette gestion un peu clanique de l'État. Et ces gens-là qui sont des conservateurs à l'intérieur du clan des Akawa se veulent être les porte-parole et que non, ils ne le sont pas. Parce que quand vous rentrez dans leur communauté, ce n'est pas eux les leaders de la communauté. C'est juste des opportunistes qui sont dans la communauté. Donc le président devrait leur tenir tête et les ramener à leur plus simple expression. Il pourrait même travailler à casser leur dynamique au sein de l'État. Maintenant, il y a une opposition fabriquée par l'Occident qui elle-même est France-africaine, comme ce clan Zakawa. Parce que beaucoup de gens disent qu'il y a le problème Zakawa. Oui, mais il y a ce problème. Mais à l'intérieur des Zakawa, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec cette posture. Et ceux-là, on ne leur donne pas la parole. Pourquoi on ne leur donne pas la parole? Moi, je crois qu'il y a un homme, il y a un homme politique au sein même de l'opposition tchadienne qui est lui-même un Zakawa
et qui prend de temps en temps la parole pour dénoncer ce qui se passe, cette gestion clanique. Il y a même au sein de son appareil dirigeant, au sein des Akawa, qui ont dit non, cette manière de faire n'est pas bien, qui ont cette volonté de gérer avec toutes les communautés. Maintenant, il y a cette opposition, qui elle est comme l'autre partie du clan Zakawa. Ils sont eux-mêmes France-Africains, et ils sont mélangés avec ceux-là pour combattre ceux qui, et les Akawa qui ne sont pas France-Africains, et les autres communautés qui ne sont pas France-Africaines. Et les autres Tchadiens qui ne sont pas centrafricains. Et ils font tout pour que ceux-là n'aient pas voix, n'aient pas droit à la parole. Il faut que le président Mahamat essaye de donner à ceux-là un peu plus de poids. Tous ceux qui ont à cœur une gestion intégrée, une gestion inclusive de l'État tchadien. Maintenant, il y a les questions des rébellions. La rébellion du FAT. Une chose est aujourd'hui claire, c'est que même les combattants du FAT sont prêts à revenir au Tchad. En tout cas, le FAT est divisé. Tout à fait. Le FAT est divisé, ça c'est clair. Et le gros du FAT est prêt à revenir au Tchad. Mais ils posent tous une question. Dans leur retour, est-ce qu'ils sont sûrs que la gestion sera inclusive? Parce que les combattants du FAT, c'est étrange, beaucoup vont se poser des questions comment, mais quand vous êtes panafricaniste, vous avez accès à des canaux d'information parce que les panafricanistes, on leur fait confiance. Et les combattants du FAT, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a beaucoup de combattants du FAT qui ne sont pas gracieusement rémunérés. Le FAT n'est pas comme une vulgaire organisation terroriste. C'est une rébellion et parfois des acteurs s'engagent là-bas par conviction. C'est-à-dire qu'ils y voient le recours à une justice ultime pour les conditions qu'ils ont vécues au Tchad. Alors, comment ramener ces gens-là? Les rassurer. Ce qui est sûr aujourd'hui, beaucoup ont désavoué leur chef, M. Mahdi. Beaucoup l'ont désavoué. On trouve qu'il a une gestion tout à fait un peu bizarre. Il est aussi autocrate que ce qu'il dit combattre. Donc, il faut avoir une stratégie avec cela. Et maintenant, c'est quoi? Avec ce pouvoir unifié, et c'est ce que le président Idriss Déby Itno voulait rechercher à un certain moment, avec ce pouvoir unifié, réaliser l'unification de toutes les forces tchadiennes, ça demande aussi une communication active avec des panafricanistes convaincus, que ce soit au Tchad, l'Abdul Djelil. Il y a beaucoup de panafricanistes au Tchad. Nous avons eu l'occasion d'en rencontrer lors du dernier événement ici à Douala. Avec tous ces gens-là, créer une communication patriotique, renforcer le sentiment patriotique et livrer la bataille qui mérite d'être livrée contre la jeune française. Comme l'ont mené les autorités de Bamako. C'est le chemin qu'il faut que les autorités tchadiennes prennent. Et les autorités tchadiennes peuvent utiliser le prétexte de cette tentative de déstabilisation dans la sous-région, à la fois sur son territoire et sur le territoire centrafricain, pour justement renforcer ces positions-là. C'est-à-dire les positions qui sont patriotes, qui sont nationalistes et des positions qui permettent au maximum de mettre en minorité les voix de la France-Afrique. C'est actuellement l'opportunité. Et à ce moment-là, pour montrer au Centrafrique, pour créer un climat de confiance, pourquoi ne pas soit extrader ceux qui sont recherchés, les criminels sur son territoire, soit leur refuser désormais l'accès au territoire du Tchad. Ce serait une très bonne position. Maintenant, oui, comme le disait mon frère Abdou Djelil, il y a des pays qui peuvent assurer la médiation. Et c'est pourquoi aussi le leadership du Cameroun dans la sous-région devra être mis à rude épreuve. Il faut que le Cameroun arrive à un consensus entre les autorités tchadiennes et les autorités centrafricaines. Ces deux autorités qui ont une bonne relation avec Yaoundé. Et donc Yaoundé devrait rendre l'ascenseur à ces deux pays-là. Il y a actuellement les gemmes de division qui ont été tracées par la jeune française. Il veut créer une cassure, il veut créer une césure, il veut créer une faille dans la sous-région à partir de laquelle peut arriver une déflagration. Et c'est bien parce que quand dans le titre, vous avez parlé du sud-est, qui est à cheval entre le Cameroun, le Centrafrique et le Tchad. Donc, on peut à partir de là réaliser le triplet.
c'est-à-dire déstabiliser les trois pays. Oui. Donc, au lieu que de rester là en observateur, le Cameroun gagnerait à activer sa diplomatie et à créer une médiation entre les deux pays pour que les deux pays créent une force conjointe qui va lutter contre les mercenaires qui sont déjà là, Bachir. Comme nous le disons, ces mercenaires sont déjà là. La force oui, multinationale effectivement. mixte Jonathan Batengene. Abdeljalil Fedoul, est-ce que le président Kaka peut réussir là où son défunt père a échoué? Je pense notamment à la question de la présence militaire française sur le territoire tchadien. Merci, M. Bachir, une fois de plus. Vous savez, le général Mohamed Idriss Déby, beaucoup ne l'ont pas compris encore. J'ai toujours dit que ce monsieur, il faut lui accorder les bénéfices du doute. Oui. Parce qu'il gère d'abord une transition. Ce n'est pas une position, une période proprement normale. Oui. Et dans ça serait très difficile pour nous de les positionner sous un angle de panafricanisme ou pas. Mais cependant, il laisse quelques indices très intéressants qui montrent que c'est un panafricaniste. Lesquels indices? D'abord, commençons par dans sa carrière militaire. Il était au Mali et il était au terrain, arme à main. Oui. Il a libéré le nord du Mali. Oui. Après la prise du pouvoir, nous avons vu certaines puissances, dont la bête noire du Tchad, le sénateur américain, M. Bob Mendes, qui s'en prend régulièrement contre les autorités tchadiennes et puis l'État tchadien, et qui demande même des mesures punitives contre l'État tchadien. Il lui avait répondu clairement et nettement, de manière orthogonale, que les temps où les sénateurs donnent des ordres aux chefs d'État africains est déjà révolu. Oui. Et lors de sa dernière investiture, vous vous souviendrez avec moi que le président Mohamed Idriss Déby a dit quelque chose de très intéressant en disant que le Tchad est surtout jaloux de sa souveraineté. Oui. Tous ces indices nous permettent de dire que ce monsieur est panafricaniste. Mais le panafricanisme ne va pas s'appliquer dans sa rigueur ou dans sa plénitude du jour au lendemain. Aujourd'hui, le Tchad, menacé par le Boko Haram, menacé par les groupes armés qui ont les armes en main, et un bon matin, le Tchad a vraiment 90% collaboré avec les militaires français, malheureusement pour nous les Africains, panafricanistes. Mais du jour au lendemain, le Tchad, surtout dans sa période de transition, ne pourra dire voilà, partez. Du moment où il y a les foyers de tensions à l'intérieur même du pays, il y a certaines oppositions qui tiennent mordicus que seulement il est temps que nous, notre temps est déjà arrivé, c'est à nous de gérer. Et ils jouent sur les fibres ethniques, sur les fibres religieuses, sur les fibres, comment on appelle, régionalistes, pour pouvoir mettre leur, comment on appelle, intérêt. Tout ça, ces situations, si vraiment on part tirer certains pattes, ce ne sont pas pour le moment. Ça va vraiment nous entraîner dans des situations que nous ne pouvons même pas contrôler demain. C'est pourquoi... C'est-à-dire que le général Mohamed est en ce moment précis obligé de faire avec la France, c'est ce que vous essayez de dire? Compte tenu de la situation. Malgré toutes les informations quand même qui viennent des pays voisins tels que le Mali, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec vous, le Mali qui dit avoir des preuves de l'implication active de la France dans la mise en place des rébellions dans la sous-région, notamment dans le Sahel. Justement, même le Mali a mis combien de temps pour pouvoir se débarrasser de la France avec ses preuves. Et ce que la France pourrait faire au Mali, peut-être on ne le fait pas ici en Afrique centrale ou au Tchad, mais ce qui est sûr, c'est un mouvement de panafricanisme qui voulait. Qu'est-ce que les États africains veulent au juste? Ce n'est pas seulement le fait de couper une fois avec la France. Ou ce n'est non plus cette histoire que les journalistes français, les journalistes qui sont au service de la France-Afrique qui disent que voilà, il y a des mouvements anti-français, des sentiments anti-français, mais finalement les gens ont compris qu'il n'y a pas un sentiment anti-français. C'est-à-dire que les peuples ne sont jamais remis en cause.
il y a des mariages mixtes, il y a des collaborations franches qui se passent entre le peuple français et le peuple africain. Il y a tout simplement une volonté d'autodétermination des peuples africains, notamment les ex-colonies françaises. Les ex-colonies françaises. Et l'ingérence surtout de la politique extérieure française dans les États, et dans certains États plus que les autres. Oui. Donc, ces États, à un moment donné, voient que vraiment ils ont des mains liées. Si on veut changer un partenaire stratégique pour mener la France à sa main. Et après, de l'autre côté, on découvre que la France est en train d'alimenter les mêmes forces de mal qu'elle prétendait les combattre aux côtés de ses peuples. Avec tous ces éléments, voilà, certains dirigeants tapent la main sur la table pour pouvoir demander le départ immédiat des Français. Donc, c'est pourquoi ce mouvement est en train d'ancrer, et petit à petit, je suis sûr et certain que l'Afrique centrale, pas seulement le Tchad, l'Afrique centrale, en général, va aussi, avec le temps, s'en débarrassera de ces présences nuisives, comment on appelle, des ex-coloniales. Jonathan Batenguene, comment justement le président Mahamat pourrait se débarrasser de cette armée française, ces bases militaires qui sont là depuis de nombreuses années? C'est pas lui qui a signé les accords, qui les a mis d'ailleurs en place. Il faut rappeler que même le président Idriss Déby Itno semblait ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants des accords qui installent les bases militaires françaises du côté du Tchad. En s'attaquant au problème essentiel. C'est-à-dire? Problème essentiel. Aujourd'hui, au Tchad, nous avons parlé de la question des France-Africains. Oui. Cette opposition qui semble trouver un créneau dans les stratégies france-africaines, c'est-à-dire, par exemple, créer dans le débat interne des velléités de révolution de couleur. Le président Mahamat gagnerait à adopter un discours de proximité vis-à-vis des populations. Aller leur expliquer quels sont les réels enjeux du combat, ou du moins à travailler sur des canaux de communication de proximité. Le deuxième élément, c'est s'attaquer aux vrais problèmes, les problèmes de tous les jours que les populations rencontrent. Il devrait mettre sur pied des institutions, ou bien travailler avec les institutions pour que les problèmes des populations soient adressés. Maintenant, il doit lutter aussi contre l'enrichissement illicite au sein de son gouvernement, ce qui est aujourd'hui un des plus grands fléaux au niveau du Tchad. Et aussi contre le favoritisme. Un élément que pour l'instant, il n'a pas adressé très bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui finalement amène à se dire que l'équation tchadienne, comment elle se gérera? Nous appelons toujours les patriotes tchadiens à se réveiller, à se lever de partout au Tchad. Parce que quand vous voyez un pays qui a aujourd'hui 832 généraux, 832 généraux, il en a élevé 118 ce mois, 118 généraux. 832 généraux, c'est 2 fois le nombre de généraux états-uniens, c'est 3 fois le nombre de généraux chinois. Donc vous voyez que les armées les plus nombreuses même, les plus puissants du monde, n'ont pas autant de généraux. 832 généraux. Ou qu'est-ce qu'il fait avec 832 généraux? Lui-même, très jeune, il est passé général 5 étoiles. En quoi est-ce que c'était pertinent? Parce qu'il est déjà le chef de l'État de transition. En quoi c'était pertinent? Donc il devrait sortir parce que ça accroît la gabégie. Un général, c'est plus de 2 millions, c'est ce qu'on apprend en matière d'émoluments et traitement salarial. C'est plus de 2 millions tout le mois. Si vous faites x 832, vous avez une somme astronomique quand même. On est de l'ordre du milliard par mois pour simplement rémunérer. C'est un peu, ce n'est pas un bon signal pour la jeunesse tchadienne. C'est ce qu'il envoie là, c'est pas de bons signaux. Alors il est resté dans la gestion très france-africaine de l'État, et ce qui finalement, ou du moins il laisse aux Centrafricains de reproduire les modèles qu'ils ont toujours construits au Tchad. Par exemple, des modèles où vous avez parmi les généraux des gens qui n'ont pas une véritable formation militaire, n'ont que l'expérience du combat. C'est pas des personnes qui peuvent véritablement structurer une armée.
Donc, quand vous avez ces modèles qui continuent de perdurer, comment vous voulez sortir de la France-Afrique? Donc, il devrait s'attaquer aux véritables problèmes. Les plans de carrière dans l'armée doivent être clairs. Plutôt que de fonctionner par affinité, on doit avoir des plans de carrière. On doit respecter les plans de carrière. Il faut que beaucoup de complaisance qu'on retrouve au sein de l'administration avec des actions de copinage, des actions de népotisme, que cela également cesse, ou du moins que cela baisse. Ça doit être ça, ces actions, qui vont permettre de ramener le peuple, d'intéresser le peuple à sa gestion. Ça va être un signal vis-à-vis du peuple. Et il doit avoir le courage pour cela de s'attaquer à toutes les forces france-africaines qui ont intérêt que ça reste ainsi. Parce que c'est dans ce système pyramidal où se construisent les allégeances que se structure la plus grande allégeance vis-à-vis de la jeune française. Donc, tant qu'il ne s'est pas attaqué à ce système qui n'est pas et qui ne permet pas une véritable traçabilité des carrières, des professions et de la mobilité sociale, eh bien, on va rester englué dans les pratiques france-africaines et avec une plus grande force des France-africains. Lui-même, il devrait renoncer à ces privilèges qu'on lui laisse miroiter. Pourquoi il a accepté cette affaire générale? Il peut même renoncer à ça, ça peut commencer par là. Il dit, oui, j'ai été élevé général, mais j'estime qu'en tant que chef de l'État, je ne suis plus habilité à exercer ces fonctions. Maintenant, je dois exercer en tant que militaire. Et quand je termine, en tant que chef de l'État, et quand j'aurai terminé, je reviendrai en tant que militaire. Ça n'exclut pas qu'il ait une formation de militaire. Donc, il devrait avoir une gestion différente. Sortir de ces situations de privilèges, de superflu, de secondaire, pour revenir à l'essentiel. Et s'il envoie ce signal au sein de la classe politique tchadienne, vous allez voir que ça sera un déclic. Parce que les jeunesses qui suivent aujourd'hui les idées véhiculées par Success Masra, c'est ce modèle que ces jeunesses-là décrivent. C'est cet art-là dans la gestion de la chose publique que cette jeunesse décrit. Mais si cette jeunesse voit des signaux qui sont donnés clairement à partir du pouvoir actuel, ils vont se dire, il y a quelque chose, il y a un enjeu à suivre ce pouvoir et à s'y intéresser. Et ainsi, en intéressant les jeunesses, il va ramener la légitimité dans son camp. Ça va lui donner plus de coudées, ça va lui donner les coudées franches pour agir véritablement sur les éléments qui fâchent au niveau du Tchad. Et donc, en ce moment-là, il pourra avoir le soutien populaire comme l'a Assimi Goïta pour lutter contre la jeune française sur son Merci territoire. Jonathan Batengene. Avant de refermer avec Abdel-Djelil Fadoul, on va donner la parole à un de nos téléspectateurs qui est en attente depuis plusieurs minutes déjà. Allô, bonsoir. Bonsoir Bachir, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Quelle belle tenue. Merci bien. Je suis vraiment désolé pour l'avis que les gens donnent pour croire ou espérer que le président Kaka est un panafricain. Le gars, dès qu'il bouge maintenant, on va le ligoter, on va l'amener à la haie. Ce qui va lui arriver, et ça sera pire que celui qui est arrivé à Bagbo ou à Sénabré. Après l'événement du vin, là, il est fini. Et il a été installé pour ça. La France a toujours essayé de déstabiliser la Centrafrique à partir du Tchad. C'était la mission que le dauphin maréchal avait refusée. Et ça aurait été l'une des causes de son assassinat. Et ils l'ont remplacé par Mamakaka parce qu'il était jeune et novice. Ils vont s'en servir jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Ils vont l'éliminer aussi. Et M. Batengene dit qu'il n'y a pas de panafricains au Tchad. On est tous panafricains. La dernière manifestation, dès que les jeunes ont dit Tchad, Hurra, Nassara, Barra, toutes les manifestations ont été interdites. L'ambassade de France a émis un communiqué clair au gouvernement que les gens, il ne faut pas qu'ils s'amusent avec ça. Donc le Tchad et le Niger, on est vraiment, on ne peut pas bouger. Dès qu'on bouge, la population, dès qu'elle bouge là, ils vont déverser toutes les armes qu'ils ont. Tant et aussi longtemps que la base militaire de Farchala existe,
nous ne pourrions rien faire. Ni nous, ni les présidents qui vont les installer. À chaque fois qu'ils amènent un, ils en ont un en réserve qui sont en train d'armer. Pourquoi ils se préparent de l'autre côté? Parce qu'il y a la Russie. Et la Russie est en train d'armer d'autres rebelles qui sont supposés se former du côté de Centrafrique. Donc, soi-disant pour la protection du frontière, ils vont installer une autre base et ça sera un autre pillage et un autre carnage. Et c'est le peuple qui souffre. Nous avons de la famille au Centrafrique. J'ai mes neveux là-bas. J'ai mes nièces qui sont mariées ici et ramenées là-bas. Donc attention à ce gouvernement. Il ne faut pas qu'il joue avec les gens comme ça. Un jour, ça va exploser et ça va être la merde pour tout le monde. Ça va être pire que la Libye. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc le président n'est pas panafricain, c'est un France-africain. C'est un franc-maçon. Je suis désolé. Très bien, merci donc à notre ami qui a fait. Au revoir. Ok, il a l'écart comme on dit. Merci à vous en tout cas. Donc c'est notre appelant depuis N'Djamena au Tchad. Abdel Jalil, avec vous on va refermer cette édition. Alors on a écouté les uns et les autres. Certainement le débat va se poursuivre un peu partout, mais quel est le principal message que vous pourriez adresser aujourd'hui aux autorités tchadiennes qui, il faut bien le rappeler, sont en plein ballottage dans le sentiment panafricaniste? Ok, merci à M. Bachir. Et du passage, je veux aussi saluer mon compatriote qui vient juste d'intervenir. Oui. Je comprends sa frustration et je comprends aussi tout à fait. Et vous savez que je suis en partie d'accord avec lui, que le peuple tchadien était un peuple panafricaniste dans l'âme, et c'est le peuple. Parce que j'ai eu à entretenir avec un père qui n'est pas forcément du Tchad, mais il m'avait dit quelque chose de très curieux et ça résonne encore dans mes oreilles. Il dit la libération de l'Afrique centrale, en termes de panafricanisme, viendra du Tchad et du Niger d'abord. Parce que ces deux peuples ont été toujours contestataires contre l'injustice et la domination extérieure. Et compte tenu de cela, ce que Jonathan Batangene venait de le dire, peut-être, et c'est un peu mal compris par mon compatriote, Jonathan a dit quelque chose que je partage pleinement son avis, en disant que l'opposition civile tchadienne, il parle des acteurs de l'opposition civile tchadienne, que jusqu'à là, malheureusement, il n'y a pas un leader qui se détermine comme ces panafricanistes d'essence. Parce que Ousmane Sanko, aujourd'hui, s'il dit qu'il est panafricaniste et il est de l'opposition, toute la jeunesse africaine peut, comment on appelle, corroborer, c'est sûr. Mais au Tchad, ce n'est pas le cas. Donc c'est pourquoi, parmi, je vois certains qui ont animé la scène politique tchadienne, pour leur intérêt, le président Maman, je le trouve, serait être plus panafricaniste qu'eux. Maintenant, ce que je dis aux autorités tchadiennes et à tous les peuples tchadiens, c'est de suivre le mouvement de l'Afrique. Parce que l'Afrique est dans une perpétuelle évolution et le vent du panafricanisme a déjà soufflé sur le continent africain. Donc, il faut qu'on suive ces vents avant que nous serons remportés par ces vents. Voilà ce que je peux dire à mes autorités et à tous les Tchadiens qui m'écoutent. Merci infiniment, très cher Abdel Jalil Fadoul, qu'on retrouvera dans nos prochaines éditions. Un grand merci à notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Eh bien, on est solidaire de certains de nos followers du côté de Facebook qui sont malheureusement bloqués. On les a... Facebook les a punis pour 6 jours, 6 à 7 jours pour certains. Je pense notamment à Claude Caboret qui aujourd'hui était obligé d'aller du côté de YouTube pour nous suivre. En tout cas, beaucoup de courage à vous, ça va se décanter. On est déjà habitué un peu à tout ça. Allez, on se retrouve très bientôt sur les antennes de Foyo Média Africa.